Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les mouvements de grève et de mutinerie en 1917 pendant la Première Guerre mondiale. Quand on regarde cet extrait du film À l'Ouest rien de nouveau, que nous avons déjà vu dans une leçon précédente, on constate que ces soldats allemands, puisque ce sont eux les héros de cette histoire, on est du côté allemand là ici, hein, eh bien, lorsqu'ils parlent un peu de la guerre, bien souvent, au lieu de dire tout le mal aux soldats français, leurs adversaires, ils vont quand même plus critiquer aussi bien les chefs d'État allemands, français, britanniques, mais aussi les militaires haut gradés qui leur ordonnent d'aller se battre, de sortir de leurs tranchées pour aller donc conquérir la tranchée adverse et de servir de char à canon et de mourir effectivement en masse. Ça montre bien un climat de défiance qui est de plus en plus important parce que finalement, rien ne bouge avec la guerre des tranchées. Les positions du front ne s'écartent que de quelques kilomètres tout au plus. C'est vraiment très peu et pour un nombre énorme de morts. Pour autant, malgré toute cette défiance, il y a la poursuite de la guerre parce que les États ont mis en place ce qu'on appelle la guerre totale pour justement continuer la guerre à tout prix. La guerre totale, c'est à la fois la mobilisation de toute la population, la mobilisation de toute l'économie et la mobilisation de tous les esprits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Voyons ça point par point. Tout d'abord, pour la mobilisation de la population, de toute la population. Eh bien, ce qui se passe, c'est que tout d'abord, on va mobiliser les hommes pour combattre sur le front, c'est-à-dire sur la ligne de combat. Donc déjà, tous les hommes en âge de combattre vont recevoir un ordre de convocation pour devenir soldats, que ce soit donc en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, etc., etc. Et on peut même, dans ce cas-là, aussi faire venir des soldats des colonies, comme par exemple les tirailleurs sénégalais, pour effectivement aller combattre aux côtés donc des soldats métropolitains français, par exemple à Verdun. Mais attention, la mobilisation de toute la population, ce n'est pas seulement les hommes, c'est aussi le reste de la population civile, notamment les femmes, enfin principalement les femmes, devrais-je plutôt dire même d'ailleurs, à l'arrière, c'est-à-dire en fait loin de la ligne de front. Pourquoi? Parce que les soldats, certes, si on les mobilise en masse, mais qu'ils n'ont plus de munitions, forcément, ils perdent leur bataille, ils meurent et la guerre est terminée. Ils ont perdu. Donc ça veut dire qu'il faut absolument produire des armes pour donc les balles des fusils, pour les obus des canons, etc., etc. Mais comme les hommes sont mobilisés sur le front, eh bien il faut dans ce cas-là les remplacer dans les usines d'armement. C'est pour cela que par exemple les femmes vont travailler en masse dans les usines de fabrication d'obus, de munitions. On va les appeler les munitionnettes, hein, parce que fabrication de munitions, munitionnettes. On va faire venir aussi, pourquoi pas, des travailleurs venant des colonies. Par exemple, effectivement, ça sera le début de l'immigration vietnamienne en France, avec donc des Vietnamiens qui vont travailler eux aussi dans les usines d'armement pour fabriquer des obus. Et puis, bien sûr, il y a aussi donc l'utilisation des civils pour fabriquer, enfin pour cultiver les champs, pour pouvoir justement avoir la nourriture nécessaire pour approvisionner les millions de soldats qui sont sur le front. La guerre totale, c'est pas seulement la mobilisation de la population, c'est donc aussi la mobilisation de toute l'économie. Parce que donc s'il y a des usines pour fabriquer donc des armes, c'est parce que justement en fait elles sont reconverties. Par exemple, en France, vous avez les usines Renault qui fabriquent à la base donc des voitures. Eh bien, elles vont se reconvertir pour fabriquer plutôt alors des camions par exemple, hein, mais aussi des obus, des armes, des chars, des avions de combat pour donc justement être vendus après à l'armée française. De même, les États, ils vont devoir emprunter énormément d'argent pour acheter justement après ces obus, ces chars, ces avions de combat, ces armes, etc. à ces usines. Et pour trouver cet argent, ils vont l'emprunter donc soit à des banques étrangères, par exemple des États-Unis, ou alors faire des emprunts à leur population. Autrement dit, on leur demande donc de prêter de l'argent à l'État qui leur rendrait après avec intérêt. Tout ça, en fait, c'est une véritable économie de guerre qui est là pour trouver de l'argent en masse pour financer l'effort de guerre, donc les soldats, les armements, etc., etc. Enfin, la guerre totale, c'est après la mobilisation de la population et la mobilisation donc de l'économie, c'est aussi la mobilisation de tous les esprits. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de convaincre les gens que la guerre, il faut la poursuivre coûte que coûte jusqu'à la victoire finale.
Ainsi, les États vont faire beaucoup de propagande, hein, que ce soit les Français, les Anglais, les Allemands, etc., etc., pour dire effectivement aux gens, continuons la guerre, effectivement, parce que c'est absolument nécessaire. Donc, par exemple, dans cette affiche britannique, là, on représente un soldat allemand sous la forme donc d'un gorille. On reconnaît que c'est un soldat allemand parce qu'il y aurait donc le casque à pointe. Donc là, on le représente donc de façon animale, en train donc d'enlever une jeune femme pour dire c'est un danger, c'est une brute, this mad brute, hein, donc il faut le détruire. Donc c'est déshumaniser l'ennemi pour justement après dire il faut absolument continuer la guerre jusqu'à le détruire parce que lui vous détruira sinon. De même, là pour le coup, il y a beaucoup de censure dans les journaux, dans les courriers. Donc ça veut dire que tout ce qui est écrit avant d'être publié doit être vérifié par l'État et ses services de censure pour vérifier que ça ne contredit pas le discours officiel. Donc par exemple, dans le Canard enchaîné, là par exemple, vous avez ici un article où en fait il n'y a rien écrit. En fait, c'est un encart qui est resté vide. Ça n'a pas été validé par les services de censure parce que ça devait dire quelque chose qui ne correspondait pas à ce que voulait que l'État soit diffusé. On ne pouvait pas diffuser des informations qui disaient par exemple que les soldats français mouraient. On ne pouvait pas dire que ça se passait mal. Il fallait toujours dire effectivement que ça se passait bien, que les Français s'entendaient très bien, que c'était avec les Allemands qui mouraient, par exemple. Ça peut même aller plus loin. Dans les courriers des soldats français qu'ils envoient à leurs familles, eh bien, elles sont relues par les services de censure, qui n'hésitent pas donc à rayer, comme on le voit ici, les passages qui donneraient des informations qui démoraliseraient donc les civils, qui leur diraient après, il faut arrêter la guerre. Donc, au contraire, on supprime tout ça pour que les gens se disent, tout se passe bien, continuons la guerre jusqu'au bout, jusqu'à vaincre l'ennemi. Cette mobilisation d'esprit, elle se ferait d'ailleurs aussi auprès des enfants, hein. On construit énormément de jouets bah, qui représentent finalement la guerre, hein. On les entraîne finalement à jouer à la guerre pour effectivement donc dire la guerre c'est bien, c'est contre l'empire allemand là par exemple, parce que là c'est des jouets effectivement donc du côté français. Euh, c'est vraiment effectivement donc faire penser que la guerre est omniprésente et elle est même présente à l'école hein, d'ailleurs, hein. Parce que par exemple on va faire lire des livres jeunesse qui vont avoir pour ce héros bah, des soldats français qui combattent théoriquement bien évidemment donc durant la guerre. Et puis, donc, on va avoir, fait, dans ce cas, donc aussi la levée donc d'argent pour les emprunts qui se fait directement à l'école, comme on le voit sur cette photographie, hein. Les enfants font la queue pour donner de l'argent à leur instituteur, qui le donnera après donc au maire, qui le donnera après, pour le coup, donc après à la hiérarchie jusqu'au sommet de l'État pour donc acheter des armes. On met en scène les enfants pour justement les faire ressembler à des petits soldats. Pour qu'ils se disent, effectivement, dans ce cas-là, donc il faut combattre l'ennemi jusqu'au bout. Donc là, on voit que ce sont des soldats, enfin des enfants allemands, hein, là, effectivement, par exemple, des soldats, effectivement, là, pour le coup, plutôt français, et là, britanniques. Donc là, voilà, on en est vraiment à l'idée qu'il faut soutenir la guerre jusqu'au bout, sachant que ça peut même aller dans les devoirs, hein. Donc là, par exemple, il y a une rédaction à faire. On doit effectivement, ce cas, donc raconter pourquoi c'est absolument nécessaire de participer à l'emprunt de la victoire. Donc autrement dit, que les parents donnent de l'argent. Et donc là, bah, justement, pour le coup, l'enfant raconte un petit peu justement en fait tout ce qu'il dit. Et sa conclusion, c'est si nous voulons la victoire, il faut combattre jusqu'au bout, souscrire à l'emprunt euh, pour le civil et participer à la victoire. Donc, autrement dit, c'est vraiment effectivement dans l'idée qu'on endoctrine finalement les gens pour dire il faut continuer la guerre jusqu'au bout. Mais ça n'empêche pas que, effectivement, dans ce cas, donc, il y a quand même de la souffrance hein, pendant cette guerre. Souffrance aussi bien donc des soldats parce que bah, ils sont démoralisés avec tous ces nombres de morts, de blessés qui s'accumulent et du fait que bah, rien ne bouge parce qu'on est dans une guerre de position. Donc il y a forcément donc une grosse remise en cause de la hiérarchie militaire qui se contente de leur dire bah, attaquez, sauf qu'en fait ça les envoie à la mort tout simplement, hein. Donc ça commence à douter forcément. Et puis même les civils à l'arrière, hein, bah, pour le coup, eux, ils connaissent une forte inflation, c'est-à-dire une hausse des prix, parce qu'une bonne partie en fait, de la production alimentaire, elle va vers les soldats. Donc il n'y a pas assez, donc forcément ça augmente les prix. Donc forcément l'augmentation des prix provoque une hausse de la misère. Donc forcément les gens ne sont pas forcément très heureux dans cette histoire-là. Eh bien, ces souffrances, aussi bien des civils que des militaires, elles vont forcément avoir des conséquences. Donc, par exemple, sur le front, vous allez avoir des soldats qui vont se mutiner, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont dire, je refuse de continuer à me battre, je n'irai pas effectivement donc poursuivre les combats dans les tranchées.
Ces refus, effectivement, pour le coup de combattre, sont une véritable menace pour les armées qui pourraient effectivement donc avoir des compagnies entières qui refuseraient donc de se battre. La solution qui est trouvée de part et d'autre, hein, aussi bien du côté français, britannique ou allemand, c'est tout simplement donc d'exécuter les soldats mutins. Ou si jamais on ne sait pas exactement qui se mutine, c'est dire tout simplement on va en prendre un sur 10 d'entre vous, on les tue, et si vous voulez faire en sorte que les autres ne soient pas tués, allez au front. En gros, c'est soit vous mourrez effectivement pour le coup en combattant effectivement en face, mais vous avez peut-être une chance de vous en sortir, soit effectivement vous restez là, mais c'est sûr que vous mourrez, vous serez exécuté par l'armée. Pour ce qui est donc en fait des civils qui eux souffrent de la misère et de la faim, eh bien eux ils vont réclamer des hausses de salaire. Ça va être dans ce cas donc des mouvements de grève qui vont être mis en place. Par exemple en mai 1917, vous allez avoir donc en fait les midinettes. Donc ce sont des ouvrières du textile qui fabriquent notamment des vêtements pour donc les soldats. Donc elles réclament en faisant grève de meilleurs salaires, de meilleures conditions salariales, de meilleures conditions de travail, je veux dire. Et elles sont rapidement rejointes par d'autres ouvriers et ouvrières. Et ce mouvement marche, hein, parce que là, pour le coup, elles obtiennent effectivement donc une augmentation de salaire. Et ça va même créer une loi qui va permettre en fait une sorte de réduction du temps de travail, dans le sens où désormais, ça serait une semaine de 5 jours et demi, et non plus donc de 6 jours comme auparavant. Parce qu'avant, on devait travailler donc du lundi au samedi. Il y avait juste le dimanche qui était chômé. Là, désormais, on est libre aussi le samedi après-midi. Ça permet donc d'avoir un peu plus de temps libre. Alors pourquoi effectivement donc ces concessions de la part des États? Parce qu'en fait là pour le coup ils ont absolument besoin de production d'armes et de tout matériel militaire nécessaire pour les soldats. Si la machine s'enraye, pour le coup les soldats sont plus approvisionnés, donc résultat c'est le risque de défaite. Donc résultat, effectivement pour le coup c'est comme ça que des grèves réussissent à obtenir des augmentations de salaire et de conditions salariales et de travail importantes. Résultat, ces guerres totales, malgré ces contentements, elles permettent de poursuivre la guerre. Et même s'il y a des mutineries et des grèves, ça permet, mine de rien, de continuer à mobiliser l'opinion pour dire, ah, il y a des souffrances, mais on continue quand même jusqu'au bout parce que l'ennemi, c'est encore pire. D'où la propagande, d'où la censure, etc., etc. Sauf dans un pays qui va être le maillon faible, où là, effectivement, ces mutineries et ces grèves, elles vont se transformer carrément en révolutions qui vont renverser carrément toutes les choses dans l'Empire russe en 1917. C'est ce que nous verrons dans la prochaine leçon. Pour voir si vous avez compris cette leçon sur les mutineries et les grèves de 1917, vous allez essayer donc de répondre à ces 6 questions-réponses. Mettez la vidéo en pause le temps de répondre à ces questions et après relancez la vidéo pour voir la correction. Allez, mettez la vidéo en pause. Allez, là on estime que vous avez relancé la vidéo, que vous avez répondu aux questions-réponses et que là vous voulez voir la correction. Eh bien, la voici. Si vous avez bon, bravo à vous. Si ce n'est pas le cas, retravaillez, faites pour le coup vos réponses, corrigez-les avant de mettre fin à la vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.